Dans cet épisode de Mythbuster, Bébé suivant. Voilà. notre équipe va sélectionner 6 de vos idées. Fort comme un buffle. Et oui, dans cette édition spéciale Mythe des fans, chaque lettre ou email tiré au sort Je mélange. sera testé et les mythes du jour vont concerner des factures d'essence, des balles et des éclaboussures. Ce résultat est vraiment étonnant. Vous verrez de la glace, Nous sommes au labo de Mythbuster. des postillons, J'ai l'air d'un vampire. Ah! des smokings et des caprices. Alors, couvrez-vous la bouche, attachez vos ceintures et vous verrez si vous avez été tiré au sort. Que la fête commence. Qui sont les Mythbusters? Adam Savage Fais un effort, enfin! et Jamie Heineman. C'est assez chaud pour toi? À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. À leur côté, Grant Imahara, Je suis vivant! Carrie Byron C'est totalement raté. et Tori Bellecci. On va mettre le feu. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. Si vous nous avez déjà envoyé des suggestions, ouvrez bien vos mirettes, car aujourd'hui, vos missions feront l'émission. Tu peux m'expliquer? C'est une émission spéciale Mythe des fans. Nous avons placé dans cette mélangeuse un certain nombre de mythes suggérés par les téléspectateurs. Et nous allons tester ceux qui seront tirés au sort. T'es prêt? Ouais. Ok. Tire au sort. Qu'est-ce que ça dit? Cher Mythbuster, est-ce qu'un super agent secret peut venir à une soirée chic en nageant sous l'eau, puis retirer sa tenue de plongée, prêt à faire la fête dans un smoking classe? Ah, classe. J'ai vu ça plusieurs fois à la télé et je voudrais savoir si c'est possible. Votre plus grand fan. Signature illisible. C'est un super mythe. On devrait le tester. Je peux porter un smoking? Absolument. Alors d'accord. C'est un grand classique du 7e art. Le super espion sort de l'eau et retire sa combinaison de plongée, révélant un smoking tout beau, tout propre. Mais un plongeur peut-il vraiment se présenter à une fête avec une tenue présentable et sèche? Comment va-t-on faire? Facile. L'un de nous deux se rend à une fête par voie sous-marine, l'autre par voie normale. Et quand on arrive sur place, un expert impartial juge l'état de nos smokings. Exactement. Ok. Mais d'abord, il faudrait qu'un professionnel nous parle des smokings. Ça tombe bien, j'en ai un sous la main. Bonjour Bertrand. Bonjour Jamie. Dites, pourriez-vous présenter Bertrand à nos chers téléspectateurs? Mais bien entendu, grâce à ce consultant en images, journaliste de mode et grand Manitou du style, Adam et Jamie seront sûrs d'être sur leur 31 pour leur petite fête en pleine mer. Adam, voici le vôtre. Quand on porte un smoking, ce dernier doit être absolument parfait. Sinon, on vous prendra pour le maître d'hôtel. Il faut aussi soigner les chaussures, qui doivent être en cuir verni. Apparemment, le cuir verni est crucial. Les nœuds tout faits sont à proscrire. Le nœud papillon doit être noué à la main, car c'est ce qui donne sa personnalité à un homme. Et pour finir, le mouchoir blanc. Il doit être carré. Ce n'est pas une serviette, hein? En aucun cas. Alors Jamie, vos impressions? Je me sens un peu comme un rôti de porc. Jamie n'est peut-être pas très à l'aise, mais au moins nos deux dandys présentent parfaitement bien. Voilà, voilà. On ressemble à deux manchots. Oui. Pour que ce mythe soit confirmé, Adam et Jamie devront être tout aussi impeccables quand ils se présenteront à la fête, quel que soit leur moyen de transport. Ce manchot, qui constituera l'élément de référence, va voyager confortablement au-dessus de l'eau. Parfait. De son côté, l'agent Heineman, nom de code le Morse, arrivera par voie d'eau et portera donc une combinaison de plongée sur sa tenue de soirée. Ok, que la fête commence. Alors, pour la spéciale Mythe des fans, vous êtes prêts? Carrément. Oui, allons-y. C'est trop marrant. Bien. Je la lis.
Bonjour à tous. J'ai entendu dire que si vos pneus sont sous-gonflés, même légèrement, la consommation d'essence peut considérablement augmenter. Comme je fais beaucoup de routes, j'aimerais savoir si c'est vrai. Oui, on nous demande souvent ça. Mais cette question en appelle une autre. Si certaines personnes pensent effectivement qu'une sous-pression des pneus augmente la consommation de carburant, d'autres prétendent qu'une surpression diminue cette consommation. Je trouve ça intéressant. Faire des économies, ça intéresse tout le monde. Voilà ce que je propose. On prend une voiture et on fait dériver le circuit d'essence vers un réservoir indépendant qu'on pourra enlever et peser afin de savoir exactement combien d'essence on consomme. Ça me va. On va faire 3 expériences. D'abord avec la bonne pression, puis avec les pneus sous-gonflés et surgonflés. Et comme on est dans MythBusters, on se doit d'essayer la sous-pression extrême et la surpression extrême. C'est clair. C'est ici, dans cette base navale désaffectée, que nous allons tester notre mythe sur la consommation d'essence basée sur la pression des pneus. Nous allons créer un parcours que nous emprunterons 5 fois avec 5 pressions pneumatiques afin de comparer leur impact sur le réservoir de carburant. Au volant de notre voiture, nous ne pourrons pas faire n'importe quoi. Nous devrons suivre rigoureusement l'itinéraire prévu à la même vitesse et avec le même type de conduite. Enfin, le poids de la voiture devra être le même entre chaque expérience. C'est le seul moyen de comparer nos résultats. Duel consommation contre gonflage, premier test. On commence à 2,4 bars, la pression recommandée par le constructeur. Ok, allons-y. Ok. C'est Grant, sur la banquette arrière, qui est chargé de veiller à ce que Carrie respecte scrupuleusement le parcours prédéfini. Ok, il y a un panneau stop. Tu vas donc t'arrêter pendant 10 secondes. Tous les arrêts et toutes les accélérations sont soigneusement chronométrés afin d'assurer une parfaite cohérence entre les diverses expériences. Une fois le parcours terminé, nos amis retirent le réservoir, le pèsent et notent les données. Bien, on obtient 8916 grammes. D'accord. Recommençons maintenant avec une pression de 0,7 bars. Les 2 prochains tests vont être réalisés avec des pressions extrêmes. Bien, c'est parti. Lorsque les pneus sont sous-gonflés à 0,7 bar, la voiture est beaucoup moins maniable. Nous roulons à 80 km/h et la conduite est assez instable. Mais notre trio exécute le même parcours sans encombre avant de passer au test de surgonflage extrême à 4 bars. Vas-y. Bien évidemment, un tel surgonflage n'est pas recommandé. Vos pneus risquent en effet d'exploser ou au mieux de s'user de façon irrégulière. Mais selon certains de nos fans, cela limiterait la consommation d'essence. Je comprends le principe qui est logique. Si vous mettez 4 barres dans votre pneu, il sera plus bombé et touchera donc moins la route. Et comme il y a moins de frottement sur le bitume, il y a moins de résistance et donc moins d'essence consommée. C'est en tout cas la théorie, mais pour en être sûr, il faudra attendre un peu. Car il reste 2 tests à effectuer avec des paramètres tout à fait crédibles. Moins 15% et plus 15% par rapport à la pression conseillée. J'ai une sensation de déjà-vu. Passons aux résultats. Bon, qu'est-ce qu'on obtient? Alors, avec des pneus gonflés à 2,7 bars, soit 15% de trop, on a consommé 6,2% de carburant en moins. Logique? Avec les pneus gonflés à 2 bars, soit 15% de moins que la normale, on est à 1,2% en plus. Les résultats des expériences avec gonflage extrême enfoncent le clou dans le pneu. En résumé, des pneus à plat augmentent le frottement et par conséquent la consommation de carburant aussi. Mais pour ce qui est d'économiser de l'argent, les chiffres ne suffisent pas. Et voici pourquoi. Nous avons donc constaté qu'avec des pneus sous-gonflés, la consommation de carburant est plus importante, ce qui est logique. En effet, la surface de contact du pneu, c'est-à-dire la surface du caoutchouc qui touche vraiment la route, est plus grande quand le pneu est dégonflé. Par conséquent, la résistance et le frottement augmentent, ce qui oblige le moteur à produire plus d'efforts pour déplacer la voiture. Maintenant, si c'est vraiment une question de sous, sachez qu'en conduisant 18 000 km dans l'année, vous n'économiserez que 55 €. Comparé au risque de faire exploser les pneus et de mettre votre vie en danger, ça vaut pas vraiment le coup. Conclusion, dans votre intérêt, gonflez vos pneus au niveau conseillé.
Nous allons tester le mythe selon lequel un agent secret peut faire de la plongée en smoking pour se rendre à une petite sauterie chic. Oui, il nage en smoking, débarque, enlève sa tenue de plongée et s'incruste incognito. Je serai la référence de ce test sur mon 31 et au sec sur le bateau. L'agent secret Jamie Heineman, lui, nage actuellement dans ses eaux pour me rejoindre. Quand il arrivera, il enlèvera sa combinaison. Et un professionnel jugera alors si nous sommes tous les deux présentables. Il devrait pas tarder. Jamie doit relever un défi de taille. Nager plus de 40 minutes à une profondeur maximale de 18 mètres et sur une distance de plus d'1 kilomètre sans froisser ni mouiller son smoking. Adam est plus que sceptique. Monsieur Heineman porte un costume de 4 000 $. C'est une première pour lui. Et je parie que le résultat ne sera pas joli à voir. Quand il sortira de l'eau, son smoking donnera non seulement l'impression qu'il a pris la pluie pendant 3 jours, mais aussi que Jamie a dormi dedans pendant 3 nuits. C'est le moment que choisit notre homme grenouille pour sortir et ôter sa combinaison de plongée. À la surprise générale, son smoking semble tout à fait sec. Mais ce n'est pas tout. L'agent Heineman apparaît à la fois détendu et propre sur lui. Waouh, je suis scotché! Ton costume est splendide! Mais le verdict final revient à notre guide de style et à son œil d'expert. Alors, question à 1 million €. Jamie passerait-il inaperçu dans une réception officielle? Je dirais oui, absolument. C'est donc confirmé. Bravo, agent Heineman. Et merci, Bertrand. Je vous en prie. Ok, allons fêter ça. Je veux mon neveu. La combinaison étanche m'a bien protégé. Je me trouve même un peu trop sec. Alors, je vais aller boire un petit verre. À la science. À la science. Allez, mélangeuse, donne-nous un bon mythe. Bien. Salut les amis, dans vos émissions, vous avez déjà testé certains objets de la vie courante pour savoir s'ils étaient à l'épreuve des balles. Récemment, j'en ai découvert 3 autres. Les rajouts capillaires, Quoi? les ordinateurs portables et les portes de frigo. Ouais, ça, c'est hyper fun. Ah, et il ajoute les liens vers les articles qui relatent ces faits divers. Allons donc y jeter un œil, rassemblons les éléments, puis direction le stand de tir. Parfait. On va se marrer. Bon, c'est l'heure de canarder. On adore venir ici et on a apporté toutes nos cibles du jour. Des sacoches d'ordinateur, des perruques, des faux cheveux, des portables et bien sûr, la puissance de feu, un fusil et un pistolet calibre 40. Ça devrait être sympa. L'ordinateur va subir le premier test de la vérité. Et c'est Grant qui s'occupe de l'installation. Voilà l'ordi. Les détails de ce mythe sont un peu flous. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il date du début des années 2000. Nous avons donc pris un ordinateur qui se vendait bien à l'époque. On le place dans cette sacoche standard et on va tirer dessus à une distance d'un peu plus d'1 mètre, autrement dit à bout portant. Si la grenaille le transperce et finit sa course dans ce gel balistique, alors on saura qu'un portable n'est pas à l'épreuve des balles. Bien, c'est chargé? Chargez un bloc, ma belle. Nous allons tirer de la grenaille à bout portant sur cet ordinateur avec un fusil de calibre 12 pour voir s'il est à l'épreuve des balles. C'est parti! C'est quand tu veux. Je pense que le recul est insuffisant pour permettre à la grenaille de se disperser. Elle va donc arriver sous la forme d'une masse compacte qui va perforer l'ordinateur. 3, 2, 1... Malheureusement pour notre gel balistique, Tori, tout comme Carrie, avait visé juste. Ça a troué le portable et détruit le gel balistique. Et ça n'a rien de surprenant. Dans les ordinateurs portables, qui sont conçus pour être portables, tous les composants sont fins et légers. Tous, sauf un. On essaye en visant la batterie? Ok, cette fois, je vise la batterie. Cela va-t-il faire une différence pour l'arme de calibre 12 qui tire la grenaille? 3, 2, 1... Quoi? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé?
La grenaille a trouvé plus fort qu'elle. Sans rire? Non, Non, j'y crois pas. pas possible. Et pourtant, étonnamment et contrairement au test précédent, le gel balistique a été épargné. Le dos de la sacoche n'a pas été troué. Si un type te tire dessus et que tu portes l'ordi au bon endroit, il peut te sauver la vie. Ce résultat est vraiment étonnant. Si on vous tire dessus à bout portant avec un fusil de calibre 12 et que ça touche la batterie, vous vivrez. Certes, vous serez secoué, mais une fois debout, vous n'aurez plus qu'à courir acheter un ticket de loto car ce sera votre jour de chance. Si vous touchez la batterie, l'ordinateur est à l'épreuve des balles. Incroyable! Il faut vraiment avoir beaucoup de chance, mais ce mythe est plausible. Carrément plausible. Plausible, c'est dingue! Bien, à mon tour. Chère Miss Buster, ma grand-mère et moi avons adoré l'épisode sur les éternuements. Mais pouvez-vous nous dire quelle est la meilleure façon d'éternuer sans répandre nos germes partout? Amitié, Thomas. Je pense que c'est à notre portée. Mais je suis d'accord. Nous allons tester plusieurs techniques destinées à empêcher nos éternuements de propager nos microbes, nos germes, nos bactéries. C'est à ça que va servir cette toile. Jamie et moi allons enfiler une tenue blanche, nous placer à cet endroit et éternuer. Bien sûr, nos bouches seront encore une fois remplies de fluides colorés. Et pour empêcher les sécrétions issues des éternuements de se répandre, nous utiliserons primo la main, deuxio le bras. Et tertio, un accessoire digne de tout gentleman qui se respecte, le mouchoir. Nous regarderons ensuite nos combinaisons et par terre pour savoir quelle technique est la plus efficace. Nos spécialistes du rhume vont d'abord tester la technique dite de la main devant la bouche. Ok. Éternuement dans la main. Quelque chose me dit que ça va être gore. Une gorgée et un reniflement plus tard. Ça fait 1. Ouais. Oh, j'en ai un autre. Pour chaque technique, ils vont éternuer 3 fois. Oh, c'est abominable, vous trouvez pas? J'ai l'air d'un vampire. Ah! Le visage de Adam est impressionnant, mais c'est la toile qu'il faut analyser. Certaines taches ont atteint les 2,50 m. Oui, il y a beaucoup de microbes, notamment sur le premier mètre. Je dirais donc qu'avec une main, c'est pas terrible. Ouais, pas terrible. En effet, même avec la main placée juste devant la bouche, Adam n'a pas pu contenir l'explosion microbienne. Mettre la main devant la bouche est un geste de politesse censé protéger les personnes qui vous entourent. Mais d'après ce que je constate, cette méthode a tendance à faire tout le contraire. Regardez, il n'y a presque aucune trace rouge sur moi, alors qu'autour de moi, il y en a plein. Si j'avais été dans le métro, j'aurais infecté pas mal de monde. La technique de la main obtient donc de mauvaises notes. Qu'en sera-t-il du bras? Pour le savoir, Jamie va éternuer en vert. Et maintenant, nous attendons que la poudre fasse effet sur le nez rustique de Jamie. Lentement, elle irrite les cils à l'intérieur. Et les cils n'en peuvent plus. Un de fait, plus que 2. Je crois que je commence à aimer ça. Et de 3. Génial. Après 3 éternuements, les résultats sont impressionnants. Je ne vois que 2 gouttes sur la toile et 1 sur ta chaussure. Regardons maintenant ta manche. Tout est sur toi, mon vieux. Et en plus, c'est concentré sur mon bras. Ma main a été épargnée, ce qui limitera la propagation par contact. Oui, doublement efficace. Le bras est incontestablement une technique très efficace. Jamie a en effet réussi à contenir chacun de ses éternuements. Le mouchoir pourra-t-il faire encore mieux? Adam va tenter l'expérience, mais cette fois-ci en éternuant en bleu. C'est parti. Oh! Oh!
Quel est le verdict? Je vois une minuscule et ridicule petite tache ici. A priori, le mouchoir a fait mieux que ses concurrents. Mais a posteriori, Il y a du bleu sur le mouchoir. Et ça l'a traversé. Oui, le mouchoir est imbibé. Et la fâcheuse conséquence, regardez, j'ai des microbes plein la main, prêts à être transmis à la prochaine personne qui me la serrera. les germes se sont infiltrés dans le mouchoir et ont contaminé la main de Adam, affectant ainsi le résultat initial. Et il y a pire. Imaginez ce qui se passerait avec ce mouchoir si vous étiez enrhumé. Atchoum, atchoum, atchoum! Vous éternuez toute la journée. Vous sortez et placez sans cesse le mouchoir dans votre poche. Les microbes se propagent sur vos pièces de monnaie, sur votre stylo, sur votre téléphone, bref, absolument partout. Conclusion, ce mouchoir n'est pas un test de Rorschach, c'est carrément une boîte de pétri. Si les éclaboussures ont été contenues par le mouchoir, la contamination de la main est absolument rédhibitoire. Alors, quand la grippe frappera à nouveau, quelle méthode vas-tu utiliser? La main, le bras ou le mouchoir? Le bras. Je suis d'accord, ce sera le bras. À bon entendeur. Grant, Carrie et Tori sont en train de tester 3 mythes balistiques. Ils ont déjà constaté qu'un ordinateur portable pouvait être à l'épreuve des balles. Maintenant, ils vont s'attaquer à la théorie bien connue selon laquelle des extensions capillaires pourraient vous sauver la vie. On a l'air d'une famille bizarre. C'est le cas? Puisque le mythe des cheveux par balle sort tout droit des journaux, on en connaît les paramètres. Primo, on sait que l'arme utilisée était un pistolet de calibre 40. Deuxio, le tir a été effectué à une distance de 3 mètres. Et tertio, le coup de feu a été tiré à travers la fenêtre arrière côté conducteur. Bref, tout ça me paraît un peu tiré par les cheveux, mais on va voir si ces faux cheveux peuvent stopper une balle. Mais avant de reconstituer cette scène, il faut d'abord un test de référence. Nous allons procéder à un premier test destiné à vérifier uniquement si ces faux cheveux sont à l'épreuve des balles. 3. Nous avons placé une perruque sur un bloc de gel balistique. 2. Je vais tirer dessus avec un calibre 40. Si le gel balistique explose, ce sera donc un tir mortel et ces cheveux ne seront donc pas à l'épreuve des balles. 1. Joli tir! Hé, regarde! T'as fait rentrer une épingle à cheveux dans le gel. La balle a donc touché du métal en plus des cheveux. Comme on s'y attendait, les faux cheveux n'ont absolument aucune propriété de blindage. Oui, mais n'oublions pas qu'il y avait d'autres paramètres. La fille était assise dans sa voiture et donc, en passant à travers la vitre, et probablement l'appui-tête aussi, la balle a peut-être été ralentie, suffisamment pour s'arrêter au niveau de la chevelure. Ok, dans la voiture. Selon Tori, l'appui-tête et la lunette arrière auraient fourni une protection supplémentaire à la victime. Bien que n'étant pas à l'épreuve des balles, les faux cheveux auraient alors constitué la dernière ligne de défense. Mais Grant pense que cela ne changera rien. Allez, 3, 2, 1. Ok, allons vérifier. Dans la voiture, le résultat de cette expérience saute aux yeux. Oh, la balle a traversé la tête et emporté une mèche de cheveux avec elle. Sans rire! Ça confirme que les faux cheveux ne sont pas à l'épreuve des balles. Incroyable, regardez. La balle est entrée ici, dans la perruque. Vous remarquerez qu'elle a entraîné des cheveux dans son sillage et qu'elle les a fait ressortir de l'autre côté de la tête. Ce mythe est donc totalement bidon. Malgré la vitre arrière et l'appui-tête, les faux cheveux ne sont absolument pas à l'épreuve des balles. Dès le début, je savais que ce mythe serait difficile à confirmer, car si mon doigt peut passer dans une perruque, une balle y parviendra sans problème, surtout sur un tir direct. Maintenant, je ne doute pas que cette femme ait trouvé une balle dans ses cheveux. Je pense juste que ça s'explique autrement. La balle est peut-être arrivée dans ses cheveux après un ricochet, d'où la méprise. Oui, le scénario le plus probable serait que la balle a ricoché dans l'habitacle de la voiture avant de terminer sa course dans les cheveux de la victime. Mais quelle que soit l'explication, il y a un seul résultat possible pour ce mythe. Alors, on fait quoi maintenant? C'est ce qu'on va voir.
Cher Miss Buster, j'ai souvent entendu dire « c'est aussi facile que de prendre un bonbon à un bébé ». Ma question est donc la suivante. Est-il vraiment facile de prendre un bonbon à un bébé? Signé un fan sans enfant dans l'Ohio. C'est une question que je me suis déjà posée. Ça m'étonne pas de toi. Cette expression anglo-saxonne illustre une tâche apparemment simple à réaliser. Elle se base sur le fait qu'un bébé ne peut rien contre un vilain voleur de sucreries à moustache. Mais comment Jamie et Adam, quand il aura fini son numéro, vont-ils faire pour tester ce mythe? Comment mesurer la difficulté de prendre un bonbon à un bébé? La première chose qui me vient à l'esprit, c'est la force de préhension. Voilà, c'est ça que je cherchais. Et pour mesurer ça, on va devoir imaginer un dispositif qui attrapera le bonbon et mesurera la force requise pour enlever ce bonbon des mains du bébé. Un petit attrape-bonbon mécanique. Les garçons vont donc tester ce mythe en se basant sur une mesure quantifiable, la force de préhension. Oh, regardez! Grâce à une jauge de force fixée à l'attrape-bouton mécanique, cette expérience devient possible. Nous allons donner une confiserie à plusieurs bébés âgés de 6 à 18 mois. Jamie évaluera alors la force nécessaire pour arracher cette confiserie à leurs petites mains collantes et, soi-disant, sans défense. Qu'est-ce que t'en penses? La hauteur est bonne? Ça devrait le faire. Si on veut tester ce mythe sur de vrais bébés, on devrait d'abord établir une mesure de référence, le moyen le plus facile de prendre un bonbon à un bébé. C'est pour ça la poupée? Ouais. Je l'ai trouvé dans un de tes cartons tout là-haut, avec le mot « bébé » écrit dessus. Si on lui donne une sucette, ça devrait être facile de la lui reprendre, non? Oui. Il ne résistera pas. En effet, il ne résiste pas. Ok. 0,03. 0,03 kg. Oui. Ce sera donc notre mesure de référence, la façon la plus facile de prendre une sucette à un bébé. Oui. Et on va voir si cette mesure augmente avec de vilains petits bébés. Bébé numéro 1. Bonjour. Bonjour, ça va? Je suis Lily. Et lui? Cole. Cole, notre premier petit cobaye, est âgé de 6 mois. Encouragé par Adam, il ne tarde pas à s'emparer de sa friandise. C'est ça, oui. T'as tout compris. Voilà, Monsieur Heinemann, à toi de jouer. Ok, Cole, prépare-toi à dire adieu à ta sucette. Qu'est-ce que tu penses de ça? Oh, oh, oh. Waouh! 1,4 kg. Bravo, t'es fort comme un buffle. Cole a résisté 40 fois plus fort que la mesure de référence, signe que ce mythe a du souci à se faire. Bébé suivant. Une théorie renforcée par le sujet suivant, Ruby, 10 mois. Oh, c'est bien. Ouais, D'accord. vas-y. Oups. Tu crois pas que tu lui fais peur avec ton robot? Ça semble bien être le problème, ça, et le fait que Jamie tente de lui chipper sa friandise. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ruby ne se laisse décidément pas faire et l'équipe décide donc de passer au sujet suivant. Mais il est à noter qu'en utilisant son super pouvoir de bébé, les pleurs, Ruby a réussi à repousser les tentatives de Jamie. Ce n'est peut-être pas si facile que ça, finalement. C'est la dernière expérience par balle de la spéciale Mythe des fans. Un fait divers nous a été rapporté par un téléspectateur. Agressé à son domicile, un homme aurait survécu à plusieurs balles de calibre 9 mm en se cachant derrière la porte de son réfrigérateur. Ok, qui a commandé ces frigos? Pourquoi une porte de réfrigérateur peut constituer un bon bouclier contre des armes à feu? Il y a de l'acier laminé dans ces portes. C'est pour ça qu'on peut mettre des aimants dessus. Il est donc possible que ça puisse arrêter les balles, ou au moins les ralentir suffisamment pour ne pas vous blesser. Ouais, comme ça, bouge plus. Nickel. Et pour rendre plus authentique cette expérience de célibataire, Tori a apporté tout le contenu de son propre frigo.
Pas de moule pour ça, mais ça fera quand même l'affaire. Ça, c'est du pesto, à moins que ce ne soit un truc moisi. Bien sûr, ce n'est pas tout à fait réaliste, mais une porte remplie de bocaux et de bouteilles aura plus de chances de résister à des balles de revolver. Bien. Test de blindage d'une porte de frigo à 3, 2, 1... La classe! Je les tire, Starsky. J'ai vu des trucs voler. Je sais pas pour vous, mais moi, je dirais que ce frigo n'est pas à l'épreuve des balles. C'est clair, la prochaine fois que je me retrouve en pleine fusillade, je choisirai pas l'option frigo. Allons voir ça. Le carnage. Alors si ça, c'est pas des tirs mortels, Regardez un peu. Du plastique venant de la porte. Ça fait mal. Le métal utilisé dans la porte n'est pas très épais. C'est tout ce qu'il y a sur ces portes? Du métal et un peu de plastique? ça sert juste à bloquer le froid. Peut-être que les anciens frigos avaient plusieurs couches d'acier calibrées plus épais. Ok, essayons les autres réfrigérateurs. Oui, passons au froid d'autrefois, avec ce frigo des années 50. Il est magnifique, c'est du gâchis. L'apparence, c'est bien. Le poids, c'est encore mieux. Oh la vache! Il est vraiment très lourd, ce qui est certainement bon signe. Oui, c'est du solide. Nous avons ajouté des condiments dans la porte. Non pas pour ralentir la balle, mais plutôt parce que ce sera super beau à voir au ralenti. Ce que nous espérons, c'est que le métal contenu dans cette porte sera à la fois plus résistant et plus épais. La résistance à la rupture d'une matière désigne sa capacité à se détendre sans se briser. Je pense donc que cette porte aura bien plus de chances que celle du test précédent. Ok, porte de frigo vintage contre balle de 9 mm. Attention! 3, 2, 1. C'est passé au travers. Ouais, on dirait. Ouais. Les faits ont refroidi l'enthousiasme de l'équipe. Le réfrigérateur vintage, tout comme son équivalent plus moderne, a lamentablement laissé passer la balle. Quel tir, regardez! Ça a traversé la porte et les condiments et explosé la barre en aluminium. Ces portes ne sont pas à l'épreuve des balles. Et ce n'est que du 9 mm. Ce ne sont même pas des balles de Magnum. C'était optimiste, mais il est clairement bidon. Ouais, bidon. 100% bidon. On a bousillé ce frigo pour rien. À ton tour. Fais tourner. Ok, je mélange. C'est bon. Alors, voyons. Je sais que vous aimez la bière. Alors vous allez adorer ce mythe. J'ai vu une vidéo sur laquelle un gars sort une bouteille de bière du congélateur. La bière est à l'état liquide. Il la tape alors sur un plan de travail et la bière gèle immédiatement. Est-ce que c'est vrai? Et si oui, pourquoi? Je connais ce mythe. Bon, trouvons de la bière et un congélo et essayons. Un certain nombre de vidéos comme celle-ci circulent sur le web. Apparemment, si vous laissez une bouteille de bière dans le congélateur pendant un certain temps et que vous lui donnez un petit coup sec, vous obtiendrez immédiatement une bière gelée. C'est un défi que notre équipe ne peut refuser. Nous sommes au labo de Miss Buster. Pour tester le mythe de la bière à congélation instantanée, nous allons avant tout avoir besoin... De bière. Mais elle doit être contenue dans des bouteilles en verre à la bonne température. Nous allons donc mettre ces bouteilles dans le congélateur pendant des durées variables, afin de voir exactement quel temps il faut pour obtenir une bière qui gèle instantanément. Face à la variété des durées et des températures annoncées pour réussir une bière à congélation instantanée, nos amis ont décidé de ratisser large. Que le test commence maintenant. D'après les infos que nous avons trouvées sur Internet, la durée idéale de refroidissement de la bière serait d'environ 2 heures. Mais comme tous les congélateurs sont différents, nous allons procéder de la manière suivante. 4 bouteilles sont placées dans ce compartiment et nous les enlèverons à différents moments afin de trouver la durée idéale pour, boum, congeler la bière.
Pendant que les bières refroidissent, notre trio magique en profite pour chercher des théories susceptibles d'expliquer ce mythe. Il existe plusieurs théories différentes pour expliquer ce phénomène. L'une d'entre elles serait que la bière doit être sur le point de geler et qu'en ajoutant de l'énergie cinétique sous la forme d'un choc, des bulles se forment rapidement, ce qui réduit assez la température pour provoquer la congélation instantanée. 5 heures du mat, j'ai des frissons. Il y a aussi la théorie du sous-refroidissement, qui se produit quand la bière est à l'état liquide, mais que sa température est inférieure à 0. Si l'on agite la bière, cela perturbe les molécules et crée des sites de nucléation. Cela permet aux cristaux de glace de se former. Ces cristaux libèrent alors de la place pour la formation d'autres cristaux, générant ainsi un effet de cascade de gel qui solidifiera la bière. Ces deux théories partent du principe que la bière est au point de congélation ou en dessous. Ok, on peut retirer la première bouteille. L'heure du premier test est arrivée. Bien, bière numéro 1, 2 heures. Allez, frappe-la. Prêt? Waouh, je crois que tu l'as cassé. T'as failli l'éclater. On regarde la caméra thermique? Oui. Ok, j'obtiens 6,7 degrés. On est loin du point de congélation. Il faut les laisser plus longtemps. D'accord. Attendons le prochain intervalle. Une demi-heure plus tard, les Mythbusters retentent l'expérience. Vous êtes prêts pour la bouteille de 2h30? Oui, frappe-la. Ok. 1, 2, 3. La mythique bière à congélation instantanée se fait désirer. La caméra thermique indique 3,8 degrés. Toujours pas assez froid. Et même au bout de 2h45, alors que la bière est censée être au point de congélation, On est à 0 degré, donc ça pourrait marcher. C'est le point de congélation. T'es prêt? Oui. toujours rien. Ce qui exclut la théorie de Grant, selon laquelle, au point de congélation, la formation de bulles réduit soudain la température, provoquant alors un changement d'état. Bien. Cette bière est restée au congélateur pendant 3 heures. Alors, voyons ça. On est à moins 0,5 degrés. Ce qui est prometteur, car ce sera le premier test avec une bière à l'état liquide et une température inférieure au point de congélation. Vas-y, frappe. Ok, vous êtes prêts? Oui. Wow! Ça marche. On a des cristaux de glace. La bière à congélation instantanée, ça marche. Regardez ça. Faudrait faire ça en soirée. Il y aurait de quoi épater les copains. Tu m'étonnes. Oui, c'est de la science simple, efficace et à la portée de tous. Carrie vous explique pourquoi. La bonne température semble donc être celle du sous-refroidissement. Nous avons de la bière à l'état liquide, dont la température est légèrement inférieure au point de congélation. Quand vous agitez la bouteille, ça perturbe les molécules d'eau et des cristaux de glace se forment alors sur des sites de nucléation, favorisant la création d'autres cristaux et ainsi de suite, pour former finalement un gros glaçon de bière. Bien. Nous avons testé différentes combinaisons et ce que nous avons découvert est très intéressant. Tout d'abord, vous pouvez réaliser cette expérience avec n'importe quelle boisson gazeuse et pas seulement de la bière. J'en veux, ça a l'air délicieux. Et ça marche même avec des boissons non gazeuses, comme les boissons énergétiques par exemple. La bouteille n'a même pas besoin d'être en verre, elle peut être en plastique. Trop cool. Ce que nous avons aussi découvert, c'est que chacune de ces boissons dispose d'une température de congélation qui lui est propre. Le but du jeu, c'est de les sous-refroidir. On les descend sous leur point de congélation, qui se situe quelque part entre moins 2,7 et 1 degré. Alors si vous frappez la bouteille, vous obtiendrez instantanément une boisson glacée. Ce mythe est donc confirmé. Oui, si la boisson est à la bonne température et que tu la frappes avec assez de force, ça gèlera immédiatement. Et pas besoin d'utiliser spécifiquement de la bière ni une bouteille en verre. C'est dingue! Bon, et qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces bières et autres boissons qu'on a gelées? J'ai ma petite idée. Ouais. Adam et Jamie testent le mythe d'un téléspectateur, basé sur l'expression anglo-saxonne, selon laquelle il serait facile de prendre un bonbon à un bébé. Essayons avec un autre bébé. OK. Bébé suivant! Je vous présente Annika. Âgée de 14 mois, elle utilise une technique bien à elle pour garder les confiseries. L'esquive. Oh, c'est chouette. Oh, elle est maligne. Annika, t'es un excellent sujet.
Elle est très à l'aise. Tu t'en sors bien. Bravo, Annika. Ces bébés nous résistent en utilisant des techniques d'esquive. Ils ne sont pas aussi dociles que ce qu'on aurait espéré. Et ils empêchent Jamie de s'emparer de leurs sucettes. Ils sont vraiment malins, mais je crois qu'on peut les battre dans ce domaine. Mais Adam semble avoir sous-estimé son adversaire, car Annika dégaine soudain l'arme la plus redoutable de l'arsenal des bébés. Là, elle t'a vu. La culpabilité. Voilà, tu lui as fait peur. Oh. Je crois qu'on va la laisser un peu tranquille. Oui, il vaut mieux. Oh ma belle, n'aie pas peur, tout va bien. Adam et Jamie sont à l'arrêt et Annika s'accroche toujours à sa gourmandise. Un changement de tactique s'impose. Et voilà. Ça marche parfaitement. Apparemment, les bébés n'aiment pas trop que cette chose mécanique s'approche d'eux. J'ai donc attaché une ficelle afin de pouvoir retirer la sucette à distance, tout en conservant la possibilité de mesurer la force de préhension. Annika tient bien sa sucette. Son bras de fer avec Jamie peut alors commencer. Ma sucette se fait la belle. Qu'est-ce qui se passe? Continue, continue. 0,5 kg. Oh, elle ne veut pas lâcher prise. Oh, pauvre petite. Jamie, prends-lui, allez. J'ai réussi. Je crois qu'elle est cuite. Oh, ma pauvre. Ça veut dire me prenez pas mon bonbon. C'est du beau travail. Mais je culpabilise maintenant. Ces bébés sont vraiment contrariants à tous les niveaux. Primo, ils veulent garder leurs bonbons. Deuxio, ils n'aiment pas le bras robotique de Jamie. Et ça, on ne peut pas leur en vouloir. Mais en plus, ils pleurent dès qu'on leur enlève la sucette. Et je ne pensais pas que ce serait si difficile à entendre. Ça veut dire me prenez pas mon bonbon. Tiens, ma belle, prends-la. Voilà. Je suis navré. Adam et Jamie ont donc réussi, mais c'est le cœur rempli de culpabilité qu'ils accueillent leur dernier mini-cobaye, Frankie. Ce bébé de 18 mois nous a posé quelques problèmes au début. Elle était un peu timide. Il lui a fallu un peu de temps pour s'habituer à l'équipe, aux caméras, au micro. Mais une fois qu'on l'a sortie de la chaise, qu'elle n'aimait pas beaucoup, et qu'on l'a mise dans les bras de sa mère, elle s'est détendue. Je pense que c'est le moment. Ok, j'y vais. Elle a alors goûté la sucette, elle l'a aimée et n'a pas voulu la lâcher, ce qui nous a permis d'obtenir de bonnes statistiques. Incroyable. Ça mord, ça mord. J'ai une mesure. 0,8 kg. Oh, la sucette est cassée. Top là. Génial. J'ai une mesure. Ça a marché. L'affaire est dans le sac. Au revoir, Frankie. L'heure est donc venue de compiler les résultats. Alors que le plus jeune bébé a affiché la plus grande résistance, les autres bébés plus âgés ont privilégié la ruse, en m'empêchant d'attraper leur confiserie. Voilà, c'est bien. En résumé, ce qui, selon le mythe, devait être simple comme bonjour, ne l'a pas été du tout. Les ruses et la culpabilité ont rendu les choses délicates, voire parfois très difficiles. Je culpabilise maintenant. Mais finalement, le test conçu pour évaluer la force de préhension des bébés a été mené à bien et le moment est venu d'en dévoiler les résultats. Bilan de l'expérience, la mesure de référence indiquant la force nécessaire pour prendre un bonbon sans résistance était de 0,03 kg. Or, si l'on fait la moyenne des mesures enregistrées avec nos bébés, on obtient une force de 0,95 kg. En d'autres termes, il a été 25 fois plus difficile de prendre un bonbon à un bébé que de le ramasser par terre. Et ça, pour moi, c'est le signe évident que ce mythe est bidon. T'en penses quoi? J'adhère. Maintenant, lève-toi de cette chaise et rends-moi mon singe.